Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Jean Descartes vient de consacrer un ouvrage au hameau de la Reine dans le parc de Trianon, sous-titré « Le monde rêvé de Marie-Antoinette » et Franck Ferrand reçoit l'auteur cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour à tous, bonjour à vous chère Carole. On n'attendait pas forcément Jean Descartes sur ce sujet éloigné des empires centraux, mais après tout, me direz-vous, Marie-Antoinette était née autrichienne. Son ouvrage m'offre cet après-midi une occasion rêvée de vous raconter l'une des histoires les plus étonnantes que je connaisse, une histoire de fantôme. Et vers la fin de l'émission, Lorena Martin nous parlera de la réouverture prochaine de la maison de la Reine au hameau. Oui, et quant à moi, je reviendrai sur les origines des auréoles peintes par les artistes au-dessus, vous savez, au-dessus des anges, des saints, au-dessus de votre tête, chère Carole. Parce que je suis à côté, Franck. Imaginez deux demoiselles tout à fait comme il faut, des demoiselles de la belle époque comme l'Angleterre en produit tant dans les années 1900 et comme elle en inonde le continent. Miss Annie Moberly et Miss Eleanor Jordan ont vécu le 10 août 1901 une aventure dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est peu commune. Leur aventure est sans doute la plus considérable de toutes les époques et il est dommage que la science répugne à des phénomènes exceptionnels car sinon elle en éclairerait considérablement sa lanterne, nous dit Jean Cocteau qui commente cette étrange expérience. Si dans l'avenir, nous dit toujours Cocteau, si dans l'avenir les avions atteignent la vitesse de la lumière, il leur faudra traverser son mur et peut-être passeront-ils alors dans un règne dont une porte s'est ouverte par erreur le 10 août 1901 pour Miss Moberly et Miss Jordan. Alors, que s'est-il passé ce 10 août 1901 ? Quelle porte s'est ouverte par erreur ce jour-là pour ces deux sages enseignantes anglaises ? En deux mots, les deux visiteuses, à l'issue d'une journée de promenade par temps chaud, rageux, elles ont longtemps piétiné dans la poussière, elles étaient crevées entre nous soit dit, mais elles ont dans les jardins de Trianon entrevu des décors, croisé des personnages, tous disparus depuis au moins 120 ans. Résumons leur histoire. On est donc par ce très chaud après-midi d'été. Miss Moberly et Miss Jordan sont en train de visiter Versailles, puis Trianon, c'est la suite logique. Et dans les jardins du petit Trianon, elles sont donc tout à fait en bout de course ou de promenade, elles vont faire de curieuses rencontres. D'abord, elles ressentent une sorte de sentiment de malaise. Elles ont l'impression de pénétrer dans une atmosphère qui leur paraît à elles deux assez irréelle. Alors, notez bien que sur le moment, elles ne s'en parlent pas mutuellement. Elles sont trop fatiguées sans doute, ou trop perturbées peut-être. En tout cas, cette sensation étrange qu'elles ressentent, pour le moment, elles la gardent pour elles. Seulement, de retour à Paris, elles se sont installées quelques jours à Paris, dans un bel appartement, etc. Elles vont finir, au cours d'une soirée, après dîner, on est 2 ou 3 jours après, elles vont finir par se faire cette confidence mutuelle. Oui, elles ont bien été dans un état particulier ce jour-là. Oui, elles ont bien eu l'impression de choses étonnantes. D'abord, un sentiment de grand malaise. Miss Moberly explique ça à Miss Jordan. Et tout de suite, l'autre acquiesce. Mais oui, dit-elle. Elle a gardé elle aussi un souvenir particulièrement dérangeant de cet après-midi. Les deux femmes vont alors décider, chacune de son côté, de noter en détail les souvenirs de cet étrange après-midi. Et puis, une fois qu'elles auront bien écrit chacune dans une pièce, elles sont bien séparées, quand elles auront noté leurs impressions, elles vont échanger leurs textes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, là c'est la stupéfaction, c'est que les souvenirs concordent, en tout cas pour l'essentiel. Alors que nous disent ces notes, leurs notes, en substance, qu'elles ont marché un long moment dans les allées du petit Trianon, se sentant presque perdues, oppressées, sans que, encore une fois, l'une ne fasse part à l'autre de son sentiment. Elles ont notamment aperçu 2 hommes qui portaient d'étranges manteaux verts et des tricornes. Et comme ils tenaient des bêches, elles ont pensé que c'était des jardiniers qui, pour une raison ou une autre, étaient curieusement vêtus avec des espèces de livrées vertes. Ces messieurs leur ont d'ailleurs à plusieurs reprises indiqué le bon chemin, ils les ont remis sur la route à suivre.
Quand elles sont un petit peu plus loin, quand elles sont parvenues aux abords d'une fabrique de jardin, la plus jeune des deux, qui s'appelle Miss Jordan, a cru voir une femme et une petite fille de 12 ou 13 ans dans des robes singulièrement démodées. Les deux Anglaises ont fini par déboucher sur un pavillon chinois, elles sont très claires dans leur description l'une et l'autre, une sorte de kiosque qu'elles ont d'abord pris à tort pour le temple de l'amour qu'indiquait leur guide de voyage. Miss Moberly a ressenti à ce moment-là une vive angoisse, et elle l'a ressenti d'autant plus qu'elle a vu un homme assis au pied du pavillon qui la regardait avec un drôle de visage dont le moins qu'on puisse dire est qu'il était peu avenant. Quelques minutes plus tard, un bel homme enveloppé dans une cape noire les a frôlés littéralement, et en passant à la dérobée, ce jeune homme aux cheveux bouclés, sous un grand chapeau, leur a parlé dans un jargon qu'elles n'ont pas compris, alors qu'elles sont l'une et l'autre excellentes francophones. Elles n'ont pas compris ce que disait cet homme, et il leur a fait comprendre, parce qu'il n'a pas su s'exprimer dans le français qu'elles comprennent en tout cas, il leur a fait comprendre qu'elles devaient rattraper leur chemin là un petit peu plus loin sur la droite. En continuant, elles ont été saisies d'une tristesse assez inexplicable, et Miss Moberly écrira à ce sujet, je la cite, « Nous marchions d'un bon pas, bavardant comme auparavant, mais dès que nous eûmes laissé l'aller, une dépression extraordinaire m'envahit et en dépit de mes efforts pour m'en libérer, elle ne cessa d'augmenter. Je continuais pourtant à marcher, craignant que ma compagne ne s'aperçût de l'assombrissement qui s'était abattu sur moi. » Et de son côté, que nous dit Miss Jordan, je la cite, « Je commençais à me sentir comme somnambule, et cette lourde impression d'irréalité était oppressante. » Bref, les deux femmes ont vécu une expérience extrêmement similaire et ont eu des visions extrêmement comparables le même jour, au même moment. Et alors qu'elle passait par la pelouse à l'arrière du petit Trianon, la plus âgée, donc Miss Moberly, aperçoit une femme assise, occupée à dessiner. Elle est étrangement vêtue avec un fichu vert et un grand chapeau blanc. Toutes ces images se sont inscrites, imprégnées dans leur mémoire. Les deux Anglaises vont donc réunir et comparer leurs témoignages. Elles sont stupéfaites de voir à quel point les éléments concordent, et elles ont conclu que le petit Trianon doit être hanté. Elles ne vont pas tarder à aller plus loin. Non seulement le petit Trianon est hanté, disent-elles, mais c'est certain, elles ont vu des fantômes. Et mieux que cela, elles leur ont parlé. Et à force de creuser la question, les deux jeunes femmes vont en venir à se persuader d'avoir fait un saut dans le temps jusqu'au début de la Révolution française. Peut-être même cette femme au chapeau blanc était-elle Marie-Antoinette en personne. Un an plus tard, un de leurs amis communs leur suggère d'envoyer le récit de leur aventure à la Society for Psychical Researches, la Société pour les recherches psychiques, et c'est-à-dire Spirit, si vous préférez. Elle l'envoie, seulement l'institution refuse de publier leur témoignage parce que, disent-ils, il n'y a pas suffisamment d'enquêtes. Et bien qu'à cela ne tienne, les deux femmes se lancent dans une vaste enquête à la recherche des moindres détails, à la recherche d'éléments historiques qui permettraient d'attester de leur expérience. Elles se plongent dans l'histoire de la Révolution, elles vont retourner à Versailles, à Trianon plusieurs fois, elles prennent des photographies, leurs recherches les amènent à l'idée qu'elles ont peut-être non pas effectué un saut dans le temps, mais capter les pensées de Marie-Antoinette. Elles savent, parce qu'elles l'ont lu, qu'en août 1792, au moment de la chute de la monarchie, la reine, qui était maintenant captive, s'était remémoré ses souvenirs heureux du petit Trianon, et que certains de ces souvenirs auraient pu être tellement puissants que, franchissant les âges d'une certaine manière et les années, ils seraient venus imprégner la sensibilité des deux Anglaises. Toujours est-il qu'en 1911, nos deux Miss vont publier le résultat de leur enquête sous le titre « An Adventure », un livre relié avec une belle couverture bleue ornée d'une fleur de lys dorée. Elles ont pris de pseudos quand même, elles ne sont pas tout à fait folles. Elizabeth Morrison, Frances Lamont, ce sont les deux surnoms, les deux pseudonymes. Le livre paraît et c'est un succès immense. En Angleterre, de l'autre côté de l'Atlantique, partout c'est un succès gigantesque ce livre. On en parle, on ne parle même quasiment que de cela, ça devient un phénomène de société, si vous voulez, et de débat, bien sûr. Les visions des deux femmes sont reprises, analysées par des esprits un peu mieux équipés, des scientifiques, des historiens. Il y a les détracteurs d'un côté, les partisans de l'autre, chacun cherchant à démontrer à quel point l'autre fait fausse route, bien entendu. Sauf que
ces visions vont se révéler dans le temps, je dis bien dans le temps, vont se révéler étonnamment justes. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Vous nous racontez une expérience paranormale qui a eu pour cadre le Petit Trianon, celle de deux Anglaises sujettes en 1901 à des visions. Elles ont cru remonter dans le temps jusqu'en 1789. Alors Franck, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces deux femmes? Qui sont-elles? Oui, au moment où elles publient un adventure, les deux Anglaises utilisent des pseudonymes, je vous l'ai dit, Elizabeth Morrison et Frances Lamont. Leur véritable identité ne sera révélée qu'à leur mort. Or, cette révélation ne fait que renforcer à l'époque l'intérêt pour leur histoire, parce qu'on se rend compte qu'il s'agit de deux dames particulièrement respectables, connues dans le monde universitaire et qui sont tout sauf des farfelus. La première, Annie Moberly, est la directrice d'un grand collège féminin d'Oxford, le St. Hugh's Hall. Elle a grandi dans une famille où on a toujours cru aux fantômes, c'est vrai. Elle croyait elle-même aux facultés parapsychologiques et son père aurait eu des dons de clairvoyance. Mais à côté de ça, c'est une dame tout à fait présentable, si je puis dire. Elle avait eu quand même dans sa jeunesse déjà des visions, vous voyez. D'accord. Quant à l'autre, Eleanor Jordan, c'est une ancienne élève du collège Saint-Hugh d'Oxford, ancienne élève à qui Annie Moberly avait proposé de la seconder dans ses fonctions. Et c'était pour la connaître un peu mieux, pour faire un peu mieux connaissance, qu'elles avaient décidé de ce petit voyage de vacances de l'autre côté de la Manche. Alors avant toute chose, une question se pose évidemment. Annie Moberly et Eleanor Jordan étaient-elles sincères? L'éditeur de l'ouvrage certifie qu'elles rapportent leur vision, je cite, de la manière la plus honnête et la plus exacte possible. En même temps, l'éditeur ne veut pas nous dire le contraire. Alors, est-ce qu'il se pourrait qu'elles aient falsifié leurs souvenirs, qu'elles aient, même pourquoi pas, tout inventé, en mettant sur pied une sorte de supercherie, une sorte d'énorme canular? Eh bien, en vérité, l'écrivain Robert Amadou, qui a étudié de très près leur affaire, nous dit qu'au contraire, elles étaient de bonne foi. Oui, dit-il, les demoiselles étaient sincères. Quelle que soit la réalité et le sens d'un adventure, Miss Moberly et Miss Jordan d'abord croyaient à la possibilité d'aventures de ce genre. Ensuite, la morale puritaine que les demoiselles ont suivie toute leur vie se serait mal accommodée d'une fraude consciente ou délibérée, d'une escroquerie. Nous admettons donc la sincérité de ces demoiselles. C'est quand même important. Vous allez me dire c'est une évidence, mais il faut le dire, parce que après, sinon ça n'a même tout simplement pas d'intérêt, cette histoire. Alors, est-ce qu'il se pourrait à partir de là que les lieux, les personnages que décrivent nos demoiselles correspondent effectivement, comme elles l'affirment, à des lieux, à des personnages qui certes avaient disparu en 1901 au moment de leur visite, mais qui auraient existé en 1789 ? 50 ans après les événements, une étude va paraître pour démonter entièrement cette hypothèse. Nous sommes là en 1952 et un archiviste paléographe des archives nationales, Léon Ray, des archives parisiennes, va mener des recherches. Il a consacré sa vie littéralement à travailler sur le Petit Trianon, Léon Ray. Il a dépouillé minutieusement la moindre archive, le moindre document sur le bâtiment. Or, il explique que les éléments décrits par les deux Anglaises ne concordent pas avec l'architecture du Petit Trianon d'avant 1789. Les deux femmes décrivent un kiosque aux allures de pavillon chinois qui n'existait certes pas en 1901, mais dont Léon Ray nous dit qu'il n'existait pas davantage en 1789. Par ailleurs, Miss Moberly et Miss Jordan affirment avoir croisé des jardiniers à livrée verte, vous vous rappelez. Or, les jardiniers de Louis XVI n'étaient pas du tout vêtus ainsi. Léon Ray est donc catégorique, ça ne peut pas se passer en 1789, cette affaire, et il dit « Les identifications proposées par les deux dames anglaises sont erronées, elles ont fait fausse route dans l'état présent de nos connaissances. Les vérifications historiques donnent un résultat négatif sur tous les points. » Eh ben, au moins, il ne s'embarrasse pas de précautions, ce monsieur. Alors, est-ce que l'affaire va en rester là, me direz-vous? Eh bien non, parce que 7 ans plus tard, nouveau rebondissement. Nous sommes là en 1959 et paraît un ouvrage, Les fantômes de Trianon, traduction française d'un adventure, préfacé par Jean Cocteau et longuement introduite par Robert Amadou. C'est de là que nous tirions tout à l'heure nos citations. Robert Amadou présente une nouvelle étude très intéressante qui apporte un éclairage cette fois nouveau sur l'aventure. Cette étude, c'est celle de Guy Lambert. Guy Lambert est historien de l'architecture, spécialiste de Versailles évidemment, et il a fait une découverte assez troublante. En fouillant dans toutes sortes de plans, ces beaux plans aquarellés du Petit Trianon, il s'est rendu compte
que le pavillon chinois décrit par nos deux témoins ne correspond certes à aucun des bâtiments du Petit Trianon de 1901, ni d'ailleurs à celui de 1789, mais qu'il a bel et bien été présent sur les plans du Petit Trianon de 1774, c'est-à-dire au moment de la dernière année du règne de Louis XV, au moment où Louis XV va mourir. Ou d'ailleurs, en tout cas, il ne va pas mourir, mais il va être atteint de la petite vérole pendant son séjour avec Madame du Barry au Petit Trianon. En 1974, le jardinier Antoine Richard a été chargé par Marie-Antoinette de dessiner les plans d'un nouveau jardin pour le Petit Trianon, puisqu'une des premières choses qu'est faite Louis XVI au tout début du règne, c'est d'offrir ce domaine à son épouse. Il faut dire que le père d'Antoine, Claude Richard, vient de prendre sa retraite à ce moment-là. Le jeune Antoine garde certes quelques serres, il propose des nouveautés, un pavillon chinois, un rocher monumental. Miss Moberly, Miss Jordan parlent également d'un grand rocher. Ce qui est troublant, c'est que ces plans du Petit Trianon de 1774 ont bel et bien été exhumés pour la première fois des décennies, je dis bien des décennies, après la publication du témoignage des deux Anglaises. Ainsi donc, les deux demoiselles n'avaient aucune chance de pouvoir connaître l'existence de ce rocher et de ce pavillon chinois, qu'elles décrivent par le menu, mais dont on n'a fait la découverte que dans les années 1950. Et elles écrivent en 1911 sur une affaire qui s'est déroulée en 1901. Petit à petit, Guy Lambert vient à s'interroger. Alors se pourrait-il que les deux Anglaises aient eu la vision, non pas certes du Petit Trianon de 1789, mais de celui du règne de Louis XV? Se pourrait-il qu'elles aient réellement visité un état antérieur, un état disparu des jardins de Trianon? Il va étayer son hypothèse sur un certain nombre d'éléments, et vous allez voir que nous n'en avons pas fini avec cette histoire, car les éléments en question sont tout à fait déroutants. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire du Petit Trianon. Deux Anglaises ont eu en 1901 des visions. Alors après avoir été réfutées, il semblerait que ces visions finalement s'avèrent plus tangibles que prévu. Exactement. L'historien Guy Lambert va montrer que les coïncidences ne se limitent pas au fameux pavillon chinois dont je vous parlais et au rocher décrit par nos deux Anglaises. Miss Moberly et Miss Jordan disent également avoir vu une fillette qui se tenait, rappelez-vous, devant une maisonnette située elle-même près du mur de l'enclos des jardiniers. Or, il existe sur le plan de 1774 incontestablement la trace d'une maisonnette à cet endroit précis. Les deux femmes n'auraient pas tout de suite vu la maison car elle était cachée par une barrière d'arbres et d'orangers qui la dissimulait exactement comme elles le disent, barrière qui figure également sur le plan de 1774. Tout ça a été démoli en 1776, très tôt. C'est que Marie-Antoinette, évidemment que Jean Descartes va nous raconter ça dans le détail, Marie-Antoinette passait son temps à faire des transformations dans cet endroit du parc. Donc ça a été démoli en 76 et il est évident que Léon Ray ne pouvait pas trouver la maisonnette en 1789, mais elle a bien été là. Lambert va également s'intéresser aux personnages décrits par Miss Moberly et Miss Jordan. Elle parlait, rappelez-vous, de deux hommes vêtus d'un long habit vert et coiffés d'un tricorne. Selon Lambert, ces hommes-là ressemblent en tout point aux jardiniers du roi Louis XV. Certes pas Louis XVI, parce que à l'été 1774, si l'on prend maintenant cette date de référence, effectivement, c'était bien la livrée verte des jardiniers du roi. Alors Marie-Antoinette va, avec bonne foi du plan, redessiner une livrée quelques années plus tard pour ses propres jardiniers. Mais en attendant, c'était bien ça à l'époque. Et la bêche que croit avoir vue Miss Moberly pourrait avoir été simplement un bâton de cérémonie. Lambert va plus loin. Il pense même pouvoir identifier les deux jardiniers. Ce ne seraient pas de simples jardiniers, ce serait, puisqu'ils avaient la livrée, Claude Richard et son fils Antoine en personne. Non mais ça commence à me coller des frissons cette histoire. Oui. Tout l'intérêt de l'aventure réside dans la précision et dans le nombre des détails, nous dit Robert Amadou. La discussion sur l'authenticité paranormale de cette aventure tourne autour de quelques-uns, autour d'un mot, parfois d'un adjectif. Les coïncidences relevées par Lambert entre le Petit Trianon de 1774 et plusieurs épisodes de la vision des demoiselles sont frappantes, ajoute-t-il. Elles ne paraissent pas fortuites. Peut-on raisonnablement les attribuer à une préconnaissance normale d'Annie Moberly et Eleanor Jordan? Dans certains cas, les demoiselles n'auraient pas pu acquérir cette préconnaissance, même si elles avaient entrepris avant 1901 de réunir sur le Petit Trianon une documentation complète.
Et attention, il aurait fallu que ce fût le petit Trianon de 1774 et non pas celui de 1789. Or ça, c'est une hypothèse qu'elles-mêmes n'ont jamais émise, puisque pour elles étaient avec Marie-Antoinette. Ne pensez pas que le petit Trianon existait quand même avant Marie-Antoinette. Robert Amadou va jusqu'à se demander si Moberly et Jordan auraient pu sournoisement accumuler toutes les informations, puis faire semblant donc de faire fausse route en disant avoir vu le petit Trianon de 1789 pour accréditer. Vous voyez un peu, ça c'est ce qu'on appelle de la batmologie, pour essayer d'accréditer la thèse qu'elle n'aurait jamais émise de vive voix dans le secret espoir qu'un Lambert découvrirait un jour le plan de 1774 et tirerait de leur propre recherche le meilleur argument en faveur de leur bonne foi. Avouez que là, ça devient très tiré par les cheveux, mais après tout, pourquoi pas? Que voulez-vous, l'énigme reste entière. À vous maintenant de vous faire votre avis, car après tout, cela reste une affaire d'opinion. D'opinion, voici celle de Jean Cocteau, qui préfaçait la réédition de 1959. Cette aventure, nous dit Jean Cocteau, témoigne d'une réalité qui ne ressemble point à la nôtre, d'une présence de l'invisible qui n'a rien à voir avec les fantômes et ce qu'on a l'habitude de paresseuse de considérer comme tel. Si l'incrédulité nous oppose le 2 et 2 font 4, source de toutes les fautes de calcul, je répondrai, premièrement, que 2 lampes et 2 chaises ne peuvent faire 4. Deuxièmement, que le bloc d'un film repose enroulé dans sa boîte, qu'il préexiste à sa projection et que pour qu'il existe à nos yeux, il faut le projeter image par image. Il est donc possible, probable, que l'espace et le temps ne forment qu'un mensonge, un phénomène de perspective trompeuse, que ce qui doivent être sorti le soit peu à peu, seconde par seconde, exercice résurrectionnel auquel sont soumis les personnages et les actes d'un film. Nos 2 Anglaises croyaient avoir croisé inopinément, dans un repli de l'espace-temps, le fantôme de Marie-Antoinette. Aurait-elle aimé apprendre que la belle dame au chapeau blanc, en train de peindre, qu'elles ont vue tout près du petit Trianon, pourrait avoir été, non pas la reine Marie-Antoinette, mais la favorite de son grand-père par alliance, Madame du Barry. Madame du Barry elle-même, je précise, pas son fantôme. Bonjour Jean Descartes. Bonjour Franck. Il me semble, à essayer de déchiffrer depuis un moment l'attitude sibylline que vous avez adoptée dans ce studio, que cette histoire de fantôme vous laisse un peu sceptique tout de même. Non, je la connais bien sûr, c'est tout à fait fascinant. Il y a des coïncidences, il y a des climats, on a tous l'impression d'avoir rencontré quelqu'un, tout ça existe. Maintenant, il faut dire que Jean Cocteau, que j'ai un peu connu, était un spécialiste de ce genre d'univers. Ça le fascinait, et il avait d'ailleurs une phrase très jolie, il avait dit « Avant de renvoyer une image, les miroirs devraient réfléchir ». Donc il était tout à fait partant pour ce genre de choses. Beaucoup de choses sont possibles. Bien sûr, on a des sentiments, on a des impressions, comme on a le sentiment d'être déjà venu quelque part, d'avoir rencontré quelqu'un déjà. Oui, des impressions de déjà vécu, etc. Alors, si vous êtes d'accord, et je pense que vous le serez, Jean Descartes, nous allons abandonner un moment les fantômes et les histoires un peu perchées pour entrer dans l'histoire, avec un grand H, et dans la réalité du petit Trianon et du hameau de Marie-Antoinette. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Après avoir évoqué les fantômes du petit Trianon, nous nous intéressons à la Maison de la Reine au hameau du Trianon à l'occasion de sa réouverture. Et pour cela, nous sommes en compagnie de Jean Descartes, auteur du Hameau de la Reine, Le monde rêvé de Marie-Antoinette aux éditions Flammarion. Alors ce qu'il faut peut-être rappeler, Jean, c'est que ce Hameau de la Reine n'est que la dernière phase des travaux, si je puis dire. Il y a eu pas mal d'évolutions à Trianon depuis Louis XIV, car toute cette partie-là du parc existait en tant que parc pour la cour et pour le roi, bien avant Marie-Antoinette. Oui, bien entendu. Trianon était le nom d'une commune que Louis XIV avait annexée à Versailles. Alors ensuite, la première, on va dire, grande époque, c'est évidemment avec Louis XV, avec la création d'un Trianon de porcelaine. Alors le Trianon de porcelaine pour Louis XIV déjà, puis le grand Trianon de mansarde. Et en fait, ce qui est amusant dans notre affaire, c'est que le petit Trianon, construit pour la Pompadour, qu'elle ne verra pas, elle meurt avant, donc c'est Madame du Barry qui le verra. Donc c'est un monument, une construction absolument ravissante pour les favorites, et qui devient
la réserve de la reine, ce qui est une curiosité, une anomalie, puisque Louis XVI lui donne ce domaine. Or, la reine de France ne possédait rien à l'époque. Tout était au roi. Donc, c'est déjà un premier malentendu. Et non seulement c'est un malentendu, mais c'est un malentendu très intéressant sur le plan de l'histoire, parce que ça montre bien qu'à partir, par la volonté même du roi qui le fait sans être conscient de ce qu'il fait incontestablement, mais par sa décision même, la reine prend à ce moment-là la place des anciennes favorites qui étaient un peu, si j'ose dire, les paratonnerres de la monarchie. Elle devient le fusible, mais beaucoup trop près du souverain. Et c'est ça qui sera le drame. Disons un mot de ce petit Trianon construit pour Madame de Pompadour et qu'habitera avec tant de grâce Madame du Barry. C'est la plus ravissante des maisons de France. Elle a été copiée plusieurs centaines de fois dans le monde. C'est le chef-d'œuvre de Gabriel, il faut Absolument. le dire. L'immense Gabriel, il faut dire que c'est un univers délicieux, alors qu'il va susciter beaucoup de fantasmes quand on découvrira que plus tard, sous le règne de Louis XVI, de Marie-Antoinette, qu'il y a des fenêtres bizarres qui montent du sol, qu'on va occulter la lumière. C'est-à-dire qu'il y a des panneaux de glace qui permettent de réfléchir la lumière pour que les salons soient toujours illuminés. Voilà, à l'intérieur, parce que les pièces sont petites, mais vues de l'extérieur, on a l'impression que les gens se cachent. C'est ça. Donc, c'est un élément de médisance, d'interrogation. Moi, je crois qu'il faut dire aux auditeurs, parce que c'est une jolie actualité, on parle beaucoup de patrimoine en ce moment, il va y avoir là, ces jours-ci, à partir du mois de mai, une grande nouveauté à Versailles, dans le domaine de Trianon, avec la fin de la restauration de la maison de la reine. C'est d'abord un miracle de voir ce hameau encore debout, car tout était fragile, tout était construit pour ne pas durer. Bon, nous allons parler du hameau. Nous allons parler du hameau. Simplement... Attendez, Jean, pardon. Nous allons parler du hameau tout à l'heure. Pour le moment, revenons au petit Trianon et à tout cet endroit. Ça a été un endroit très important pour les serfs, notamment. Jussieu a travaillé là. Bien sûr. Et puis on a eu... Louis XV était un passionné de botanique, il faut bien le rappeler. Ça, c'est très important. Bien sûr. Donc, déjà, il y avait une grande tradition. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que comme c'est un peu le caprice des rois et surtout de la nouvelle reine, ça on y vient dans un instant, deux grands architectes vont donner là le meilleur d'eux-mêmes. Ça devient le terrain de jeu, si je puis dire, du fameux Richard Mick. Expliquez-nous en deux mots qui est ce Richard Mick. Était un Lorrain, donc qui avait travaillé pour des grandes familles, qui participait à une fabrique, une entreprise qui était très profitable, et donc il est choisi. Bon, c'est un peu long à expliquer pourquoi, mais il va être formidable dans la conception, la construction, après s'être renseigné un peu partout à la demande de la reine. Chez le prince de Caraman. Chez le prince de Caraman, on va à Chantilly, on va visiter un petit peu ce qui deviendra beaucoup plus tard le parc Monceau. On consulte Hubert Robert. On consulte le maître des ruines Hubert Robert, car il y a un courant à l'époque très important, qui est un courant, je dirais, à la Jean-Jacques Rousseau, c'est l'amour d'une nature sauvage, mais sauvage entre guillemets, puisqu'elle est reconstituée, qui est le contraire des jardins admirablement géométriques de le nôtre. Et donc, déjà, Catherine II dit « je veux des jardins », alors on dira à l'anglaise ou anglo-chinois, enfin, c'est toute une végétation avec faux rochers, cascades, lacs, forêts, un pré-romantisme même. C'est une révolution esthétique, horticole, à tout point de vue. Ce que le public n'a peut-être pas toujours bien à l'esprit, c'est le caractère extraordinairement raffiné de ce petit domaine de la reine, qui est un domaine en propre. Vous nous l'avez dit, les reines de France normalement ne possèdent rien. Or là, la reine est chez elle. Il y a même des panneaux de par la reine. Oui, ce qui va poser tous les problèmes qu'on imagine, parce que surtout le climat de suspicion et tout ce qui se dit autour de la reine, ça aggrave tout. Alors, je sais que vous n'aimez pas le goût de Marie-Antoinette, mais s'il y a un style Louis XVI, il y a quand même un goût Marie-Antoinette qui est très raffiné, que ce soit dans ses vêtements, dans le choix des mobiliers. Et il faut bien dire aujourd'hui, après les événements que l'on connaît, après surtout l'usure du temps, la dispersion de mobilier, c'est merveilleux qu'on puisse retrouver encore des choses ayant appartenu à Marie-Antoinette. Le hameau de la Reine est l'endroit de France où elle laissera le plus son empreinte.
où elle va vivre dans ce monde que j'appelle rêver avec, je le dis tout de suite, une volonté pédagogique qu'on a souvent oubliée de montrer à ses enfants la dureté du monde rural, avec une vraie ferme. Elle veut les habituer à travailler un peu de leurs mains, Oui, elle veut qu'ils absolument. sachent ce qu'est la vie. Bref, tout ça c'est Rousseau quand même. Tout ça c'est très Rousseau, donc le paradoxe de Rousseau et de Marie-Antoinette est intéressant à rappeler, avec en même temps un peu d'inconscience, puisque il y aura un ravissant petit théâtre construit tout à fait dissimulé, dans laquelle la reine va jouer des pièces, il y aura la troupe des seigneurs, ses amis, mais enfin, beaucoup de gens n'y sont pas conviés, donc ça, c'est à la fois un raffinement, mais isolé. On croira qu'il s'y passe beaucoup de choses la nuit. Elle n'y a jamais dormi. Non, on passait vraiment le hameau, c'était pour la journée, ceci est très important. Donc, il y a un mélange d'imprudence, d'inconscience et de fatalité de l'actualité aussi, puisque c'est au hameau qu'elle apprendra le début de l'affaire du collier en 1785, dans lequel elle est tout à fait innocente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le goût, le raffinement et le travail remarquablement fait sous la direction de Jérémie Benoît, le conservateur en chef du domaine, pour remeubler actuellement la maison de la reine avec des éléments qui ont été trouvés dans d'autres parties du hameau, après tout ce que l'on sait, et c'est ça que les Français vont pouvoir découvrir à partir du mois de mai. Il y avait effectivement une grande cohérence dans les penchants de Marie-Antoinette, dans ce qu'elle choisissait et sélectionnait, dans son goût, comme vous dites. Elle a créé un style. Alors c'est vrai que j'ai eu dans 2 ouvrages, je me suis montré parfois un peu sévère envers ce qui pour moi est un petit style, mais enfin c'est un style qu'on ne peut pas contester et qui trouve sa quintessence effectivement dans ce domaine tellement privilégié, tellement dans ce refuge du Petit Trianon où elle se rend en un trait de voiture. Il faut quelques minutes pour aller du grand château de Versailles à son petit domaine. Ce qui est très curieux, c'est qu'elle va poser à un moment dans un célèbre tableau en ce qu'on appellera en bourgeoise, en robe de Gaulle, oui. Voilà, en robe de Gaulle. Ça ne plaira pas du tout. On veut que la jeune l'ex-dauphine et la jeune reine soient en reine, et Madame Vigée-Lebrun va être obligée de refaire ce portrait, que nous montrons les 2 portraits dans ce livre. Alors, il y a une série de malentendus extraordinaires, mais il y a de merveilleuses intentions, et il y a un savoir-faire scientifique, esthétique, extraordinaire. C'est un laboratoire, le hameau de la Reine. Oui, c'est un laboratoire. C'est quelque chose, et c'est, comme vous le dites, l'un des grands malentendus de l'histoire de France. Quel paradoxe quand même. Cette femme qui veut essayer de comprendre la vie de Monsieur Tout-le-Monde, qui veut essayer de mettre ses enfants à l'école de la rudesse, d'une vie plus matérielle en quelque sorte, qui s'intéresse à la laiterie, à l'élevage, à la culture, etc. Et à qui l'on va précisément pour ces raisons même en vouloir jusqu'à la mort. Et un comble, Franck. Elle, qui a la réputation d'être dépensière, ses comptes sont admirablement bien tenus. Des comptes qui nous permettent d'ailleurs de savoir exactement ce qu'elle a fait, quand, parce qu'il faut la suivre sur les plans de Trianon. Tout change toujours. Alors, le chef-d'œuvre, si je puis dire, la folie des folies, l'extravagance suprême, ça va être la reconstruction en plein parc de Versailles d'un hameau, c'est-à-dire d'un simple village de campagne, d'un vrai faux village, comme une sorte de décor de théâtre dans lequel elle aura l'impression d'être en pleine campagne. Ce hameau de la Reine, Jean Descartes vous en ouvre les portes dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous poursuivons notre balade à Versailles cet après-midi avec vous, Franck, et avec notre invité, l'historien Jean Descartes, et nous allons visiter le hameau de la Reine. Alors oui, il y a 2 faces, si vous voulez, dans ce domaine de Marie-Antoinette. D'une part, la grotte, le pavillon de musique, le belvédère, le temple de l'amour, les fêtes extraordinaires qu'elle donnait pour les visiteurs de marque de l'État. Et puis, son domaine à elle, réservé, quasi caché, son domaine villageois, pour ne pas dire paysan, celui du hameau. Ça peut paraître paradoxal, un paradoxe de plus, puisque c'est une émission bourrée de paradoxes, mais c'est ce qui a coûté le plus cher, Jean, cette affaire. Oui. Alors, une précision, Franck, les fêtes qui étaient données aussi par le roi, par la France, pour recevoir le futur tsar de Russie, l'empereur Joseph II, le frère de Marie-Antoinette, le roi de Suède, etc. Donc, il y avait une fonction de l'État. Voilà. Bien. Ça, c'est la face présentable. Et puis, il y a la face cachée. Mais il y a la face cachée, et la pédagogie chez Marie-Antoinette, même si ça a été mal interprété, est réelle parce qu'elle veut vraiment, par exemple,
pour des vaches, elle veut faire venir des vaches de Suisse qui sont les meilleures laitières, avec pour les chèvres un bouc particulier qui sera bon reproducteur avec bon caractère si possible. Bon, les plantes, tout ça et tout ce qui est autour, les poissons, la pêcherie, dans le lac qui va être creusé. Il y a des travaux absolument effrayants. On crée des montagnes, des vraies montagnes. Puis avec des curiosités, la tour de Marlborough au milieu, en liaison avec la chanson Marlborough s'en va en guerre. Bien. Que chantait Madame Poitrine, la nourrice du dauphin. Voilà, exactement. Et il y a tout un univers, mais c'est merveilleux de voir le dauphin dans sa petite voiture qui est au milieu de la nature et la volonté d'avoir des choses exactes, des plantes bien choisies, un fermier qui travaille, la laiterie, alors laiterie de préparation, laiterie de propreté, on a des glaces, on a des fromages merveilleux, il y a tout un raffinement, mais avec, je dirais bien, une école d'art de vivre, d'art botanique, de sens du spectacle. Les éclairages pour les fêtes seront formidables. Ce qui est terrible, c'est que la reine a très rapidement si mauvaise réputation que quoi qu'elle fasse, elle est coupable. Et ça va aller en s'aggravant. Et il y a évidemment des erreurs commises, puisque personne ne peut rentrer, il n'y a que les invités, il y a un concierge, un gardien, voilà. avec le jeton pour pouvoir avoir le droit de rentrer. Vous venez de nous livrer la clé du problème. Oui. C'est que très peu de gens avaient accès à ce domaine tout à fait privé. Et donc vous aviez des servantes qui disaient « Oh là là, sur le rideau du théâtre de la Reine, il y a des diamants gros comme le pouce. Oui. » Et du coup, quand les députés viennent visiter le petit Trianon pendant les États généraux, ils demandent à voir le rideau de diamants. Et quand on leur montre un rideau avec de simples morceaux de verre, de la verroterie toute simple, paradoxalement, ils sont même déçus, en fait. Je dirais, nous pourrions dire aujourd'hui que la bataille de la communication a été catastrophique. C'est le même mécanisme, d'ailleurs, pour l'affaire du collier, car en voulant en faire trop, on transforme la reine qui était innocente en coupable, et c'est la monarchie. Donc, avec des ragots, des on-dit, les libelles, plus, évidemment, quelques ambiguïtés, la présence assidue de Fersen, la présence un peu trop intime avec Madame de Polignac. En fait, tout ça prend sur un climat, et il en reste toujours quelque chose. Comme dirait calomnier. Voilà. La reine le savait puisqu'elle avait fait jouer le mariage de Figaro sur la scène même du petit théâtre. Et elle savait comment on sifflait le grand air de la canonnie. Alors, ce hameau a été construit un peu, disons-le, comme un décor de théâtre. Je ne pense pas que Richard Mick imaginait que toutes ces maisons seraient encore debout 2 siècles et demi plus tard. Il pensait les construire, lui, sans doute pour 25 ans. Ça pose des problèmes de conservation, tout ça. Et il y a une chose extraordinaire, c'est que la première restauration, après la Révolution, la dispersion du mobilier, etc., les événements qu'on connaît, la première restauration est ordonnée par Napoléon pour sa seconde épouse, Marie-Louise, qui est la petite nièce de Marie-Antoinette. Donc, alors ça ne va pas durer longtemps. Ensuite, il y aura plusieurs tentatives de restauration. Il y a les travaux qui concernent le Grand Versailles. Nous savons tout ce qu'il faut faire, l'investissement des Américains après 1918. Mais ce qui est vrai, c'est que l'humidité, comme le rappelle Jérémy Benoît, est le pire ennemi des constructions du hameau qui n'ont pas vraiment d'assainissement dans le sol, de fondation réelle. Donc c'est miraculeux que ça ne soit pas davantage démoli. Alors, il faut préciser que le billard, la laiterie, la maison de la Reine, qui est en fin de restauration et qui va être inaugurée là dans quelques jours, tout cela, c'est un mécénat Dior, si je ne m'abuse. Les montres Breguet aussi avaient beaucoup donné à une époque. Et ça a été très compliqué. Oui. En fait, tous ces lieux sont de l'extérieur, on dirait des chaumières, vraiment des petites chaumières d'un village idéal sur une pastorale d'Oudry ou que sais-je. Ce n'est même pas tout le temps de la chaume, c'est quelquefois des roseaux. D'ailleurs, oui. Et l'intérieur est somptueux. Et l'intérieur, c'est carrément le château de Versailles. C'est-à-dire, ce sont des boiseries sculptées sublimes. Alors là, c'est assez évidemment étonnant. C'est donc un vrai faux village, mais où il y a eu une véritable activité rurale. Voilà. Oui, ça qu'il faut bien rappeler. Et la reine, néanmoins, n'y vient, comme vous nous le disiez, n'y vient que pour des séjours brefs, diurnes. On ne séjourne quasiment pas à Trianon, ne serait-ce que pour ne pas prêter le flanc à de mauvaises rumeurs. Oui, il y a même des années où il ne passera en tout dans le hameau qu'une trentaine de jours, ce qui est très peu pour l'année. Mais elle aime cet endroit et elle a imprimé son goût, son style et a fait travailler des artistes de très grand talent, Nick, Hubert Robert, carrément, etc. Des gens qui ont été
fantastiques pour leur époque, dans leur domaine respectif. Et l'on peut dire que ce hameau de la Reine est peut-être l'endroit où l'on trouve aujourd'hui le mieux le souvenir, l'âme, les mannes de Marie-Antoinette. Je reviens à mes fantômes de tout à l'heure. Oui, mais c'est son esprit, c'est l'endroit le plus, par rapport au reste qui a été détruit ou que l'on connaît, c'est l'endroit où elle a imprégné son goût, son style, sa vie, ses espoirs, ses rêves, mais elle n'a pas été épargnée, comme on le sait, par les mauvaises nouvelles qui l'ont rattrapée aussi au hameau, mais c'est un monde, rêvé, qui renaît un peu plus aujourd'hui. Et qui renaît un peu plus, comme va nous le dire Lorena Martin dans un instant. Carole nous disait hors antenne que ça lui donnait très envie d'aller se repromener, n'est-ce pas, au Trianon. Eh bien, allez au Trianon, et si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, si c'est un peu plus difficile pour vous, plongez-vous dans le très beau livre édité par Flammarion, dans ce monde rêvé de Marie-Antoinette que nous raconte Jean Descartes sous ce titre tout simple, Le hameau de la Reine. Pour ceux que les fantômes n'ont pas laissé indifférents, l'ouvrage de Moberly et Jordan, préfacé par Jean Cocteau, Les fantômes de Trianon, est réédité aux éditions du Rocher. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous poursuivons notre visite en compagnie de Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Ainsi donc, on rouvre la Maison de la Reine au hameau. Oui, la Maison de la Reine qui devrait rouvrir le 12 mai prochain. Tout cela grâce au mécénat Dior dont vous avez parlé. Un chantier de plusieurs millions d'euros, parmi les plus importants de l'histoire du hameau. Et la Maison de la Reine avait été partiellement remise en état par Napoléon Ier, comme vous l'avez expliqué, notamment pour sa seconde épouse Marie-Louise. Elle avait été sauvée aussi par des crédits de la donation Rockefeller, le célèbre milliardaire américain dans les années 30. Les deux grandes donations Rockefeller qui ont sauvé Versailles, par ailleurs. Exactement. Et puis d'autres restaurations ont eu lieu dans les années 50. C'est à cette période et notamment... même 90, et même 90. Et c'est dans les années 50 que l'on commence à peindre, vous savez, le décor des soirées du Grand Salon Jeune. Les tentures de Vauchelet livrées en 1810 étaient encore en place à l'époque, mais elles avaient souffert de l'humidité et de la lumière. Et les soirées peintes originales ont été déposées et refaites à l'identique, mais n'avaient jamais pu être en place à cause du manque de chauffage. Et donc là, grâce au mécénat Dior et par l'intermédiaire de l'architecte Jacques Moulin, les soirées vont retrouver leur place. De Versailles. Voilà. Et elles vont retrouver leur place. C'est l'un des grands projets de cette restauration. Et Jacques Moulin s'est chargé aussi de restaurer donc les maisons jumelles de la Reine et du Billard, mais aussi de remettre en état la tour de Marlborough, qui a déjà d'ailleurs été remise en état, et ainsi que tous les extérieurs des maisons, les fenêtres, les portes. C'est un travail vraiment titanesque parce que vous l'avez dit, l'humidité est vraiment très importante dans ce domaine. Il n'était pas fait pour durer, donc comme vous l'avez dit, et on a une construction plutôt légère. Alors, dans la Maison de la Reine, ce n'est pas tout à fait le décor de la Reine qu'on va retrouver, c'est plutôt celui de l'impératrice. Oui, en fait, parce que malheureusement, donc il n'y avait pas assez de meubles de l'époque de Louis XVI puisqu'ils ont été vendus sous la Révolution. Mais l'idée est de reconstituer un petit peu l'intérieur de l'impératrice Marie-Louise, puisque son mobilier a été en grande partie conservé. Et on dit souvent que c'est celui un petit peu comme Marie-Antoinette qui était fleuri, raffiné et assez féminin. Oui. En fait, le goût de Marie-Louise se rapproche relativement de celui de Marie-Antoinette. Il y a des choses qui viennent d'autres maisons de Bien la sûr, Maison de la Reine, donc c'est un état d'esprit que l'on montre, mais c'est un travail admirable. Ça, c'est le réaménagement intérieur. On va donc pouvoir visiter ça. On va pouvoir le visiter donc à partir du 12 mai sous forme de visite-conférence. Ah voilà, c'est ça. Donc il faudra s'inscrire. Voilà, exactement. Et donc dans cette partie, il y a eu aussi le réchauffoir qui a été restauré, et puis tous les jardinets qui ont été remis en état. Est-ce qu'on pourrait rouvrir le boudoir aussi, la petite maison du boudoir? C'est le souhait de Jérémy Benoît, le conservateur en chef des châteaux de Trianon, qui disait: il suffirait de peu pour que l'on puisse ouvrir aussi au public la petite maison du boudoir, rehaussée sur un sous-bassement et située sur la droite des maisons jumelles de la Reine et du Billard. Tout son ameublement est connu, il suffirait de mettre le bâtiment aux normes et on pourrait le visiter. Et puisqu'après tout c'était de modeste fabrique, vous aurez compris à quel point ce mot est chargé d'ironie quand je dis modeste fabrique, on pourrait même imaginer de rebâtir, pourquoi pas, la grange et la laiterie. La laiterie, exactement, ça fait partie des projets. Vous serez sur la liste des soutiens pour ce nouveau grand projet, Jean Descartes? Oui, bien sûr, si on peut y arriver, c'est évident, parce que c'est un univers très intéressant. Je reviens à la pédagogie, il fait le point des connaissances de l'époque, à tout point de vue, esthétique, technique, que ce soit les étoffes, que ce soit les plantes, enfin c'est une encyclopédie, l'ensemble du hameau, qui a vu passer beaucoup de monde, dont
les grands de la terre qui ont été invités ont parlé à tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était l'endroit qu'il fallait avoir vu, puisque peu de gens pouvaient y entrer. Et c'est évident. Ce que j'ai oublié de dire à nos auditeurs, et j'essaie de me rattraper comme je peux, je me rattrape aux branches, c'est que votre ouvrage, Jean Descartes, n'est pas seulement un livre de texte, comme beaucoup des livres que vous publiez. Il s'agit d'un ouvrage entièrement illustré, avec d'ailleurs une très riche iconographie sur l'ensemble de l'histoire du hameau, et tout particulièrement ce hameau qui a été, vous l'aurez compris, le refuge de Marie-Antoinette. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et pour terminer l'émission, Franck, cette question, pourquoi représente-t-on les saints avec une auréole au-dessus de la tête ? Alors cette auréole, c'est cette espèce de cercle lumineux que les peintres, et les sculpteurs aussi d'ailleurs, ont placé dans un premier temps autour de la tête de Dieu, et puis petit à petit sur la tête de Jésus, de la Vierge, des saints, etc., des anges et des archanges, bien sûr. D'où vient-il ce mot auréole ? Tiens, pourquoi est-ce qu'on parle d'une auréole ? Bien, ça vient du latin aureola corona, c'est-à-dire la couronne d'or, tout simplement. C'est une abréviation en quelque sorte. C'est l'or sur la tête des saints. Alors il faudrait remonter à des temps très immémoriaux, il faudrait revenir dans l'Égypte ancienne et au disque solaire de Ra pour évoquer l'origine de cette représentation, de cette iconographie. On retrouve des choses très similaires dans la Grèce antique et dans l'Empire romain, bien entendu, puisque les empereurs portent sur certaines représentations cette fameuse auréole, et Dieu sait que les empereurs n'étaient pas des saints, et j'ai besoin de vous faire un dessin. Et puis, dans l'art chrétien, bien sûr, ce disque va apparaître. Alors, il apparaît au moment où le christianisme devient religion d'État, c'est-à-dire que on va dire que l'auréole passe indistinctement des personnes impériales aux personnes saintes, avec Constantin, tout simplement, au IVe siècle. C'est à partir du XIIe siècle que le disque qui était centré sur le visage tente à se déplacer. Ça va devenir, ce n'est plus un disque, c'est plus un rond, ça devient une ellipse, et ça se met à voler littéralement au-dessus de la tête, et puis on va même l'évider jusqu'à faire une sorte de simple petite couronne comme ça, très fine, dans les extrêmes raffinements de la Renaissance, bien entendu. C'est la représentation qui s'est bien sûr généralisée et qui aujourd'hui est utilisée dans d'autres religions, puisque le bouddhisme, l'hindouisme et même, dans certains cas très particuliers, l'islam, ont eu recours à l'auréole. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Il y a 50 ans, la révolte grondait sur les ondes. Reculez ! Les étudiants chargent et les manifestants ne reculent pas. Sur Europe1.fr, revivez les événements de mai 68 comme si vous y étiez. En direct sur les ondes. L'oreille collée au poste d'Europe numéro 1. L'objet de cette explosion, vous avez mai 68, la révolte sur les ondes. Un document sonore exceptionnel réalisé à partir des archives d'Europe 1. Le désordre est là. Mai 68, la révolte sur les ondes, à réécouter sur Europe1.fr.